Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Je me souviens de l'époque où j'écoutais New Soul, le titre de Yael Naïm qui l'a fait connaître dans le monde entier, un titre lumineux, doux et joyeux. C'était en 2007, oui, il y a presque 20 ans. J'avais 35 ans et je trouve très touchant de suivre des artistes qu'on aime alors qu'ils évoluent en même temps que nous. Aujourd'hui, Yael a 48 ans, l'âge où on se libère, où l'on brise les injonctions, où l'on a parfois aussi l'envie et l'énergie de naviguer en solo. Et c'est ce qu'elle a fait avec son dernier album, Solaire, qui est un pur bijou et qu'elle a produit seule. Et quand j'ai vu dans la presse qu'elle disait « Sans tabou, j'arrive à un âge où on se fait éjecter du système », je me suis dit qu'il fallait que je l'invite dans Chaud Dedans. Bonjour Yael Naïm. Bonjour. On va parler de ta musique dans un instant parce que ton 5e album, comme son nom l'indique, est solaire et surtout parce que donc tu l'as produit seule et tu vas nous raconter tout ça. Mais d'abord, parlons de cette déclaration très forte que tu as fait dans la presse. Tu as dit dans Le Parisien, j'ai l'âge où on est éjecté du système. Le système, c'est quoi ? C'est l'industrie musicale qui met une date de péremption sur les artistes ? C'est pas que l'industrie musicale. Je pense qu'on est dans un monde qui idolise la jeunesse. Et dans la fast fashion, c'est pareil. Le neuf, tout le temps. Et puis ensuite, on jette. Donc on est dans cette consommation de masse. Et on applique ces modèles de consommation aussi à nous, êtres humains. Donc on n'est pas dans des cultures qui apprécient ou qui écoutent dans l'équilibre. Je dis dans l'équilibre parce que la jeunesse est importante, elle amène aussi un renouvellement qui est évidemment essentiel pour une société, mais c'est l'équilibre entre les deux que je trouve intéressant. Et effectivement, moi, en tant que jeune femme, quand j'étais moi-même jeune, je voyais pas de modèle qui me donnait envie de dépasser, même avant 30 ans, en fait. J'avais l'impression que ma carrière doit se jouer entre 17, 25, déjà, t'es trop vieille. Et tous mes idoles réussissaient à l'âge de 20 ans, arrivaient au pic le plus haut à 20 ans. Et ensuite, c'était next. Et du coup, ça me donnait un stress, une pression de réussir assez vite. Aussi l'impression qu'il fallait choisir, c'est-à-dire qu'en tant que femme, tu as des questions qui se posent que les hommes n'ont pas, c'est-à-dire est-ce que tu veux une vie privée épanouie ou une carrière et sacrifier tout le reste. Donc il n'y avait pas assez de modèles qui montraient que les deux étaient possibles et que la société incluait le fait qu'on a des enfants, qu'on a besoin de s'organiser pour pouvoir avoir une carrière et avoir des enfants et élever des enfants heureux. Et pour pouvoir surtout, si on investit quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on puisse continuer à exercer nos métiers ou faire des changements professionnels parce qu'on vit beaucoup plus longtemps maintenant et que ça dure au-delà de ces 30 ans, 35 ans et qu'à 50 ans, on reste encore actif. Donc toutes ces questions sont pour moi complètement imbriquées les unes dans les autres. Ouais. Tu le dis d'ailleurs dans le documentaire qui t'est consacré, qui a été réalisé par Gilles Coulon, tu dis je voulais pas qu'un homme ou même des enfants se mettent en travers de ma carrière en quelque sorte. Tu voulais tout réussir. Est-ce que tu as réussi à juguler à la fois ta vie d'artiste, ta vie de femme, ta vie de mère ? Quel regard tu portes là-dessus ? J'ai réussi à me permettre, et je pense que en fait, il y a plusieurs enjeux. Il y a dans quelle société on évolue, et des fois, la communauté dans laquelle on évolue peut mettre des pressions réelles, et tu vois, des sanctions, des pressions et des mots qui sont dits tous les jours en homéopathie. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de culpabilité aussi autour des femmes. Est-ce qu'elles s'occupent bien de leurs enfants ou est-ce que tu fais bien décoller ta carrière ? Bref, ça dépend des sociétés, mais en tout cas, tu entends beaucoup d'opinions autour de toi, de quel rôle tu dois jouer, est-ce que tu dois faire mieux dans tel et tel domaine. Et ensuite, même quand tu es débarrassé de ça et que tu vis dans des villes comme Paris ou des grandes villes dans lesquelles c'est un tout petit peu plus... moins d'injonctions. Il te reste quand même les injonctions psychologiques et le jugement que tu portes sur toi-même, sur est-ce que tu es assez bien ou est-ce que tu es assez à la hauteur, et cette tentative de jongler en tant qu'individu alors que c'est des problèmes systémiques, encore une fois. Donc on est dans des problèmes systémiques où
Aujourd'hui, dans les lieux de travail, les femmes ne peuvent pas allaiter, donc elles doivent faire un choix, retourner au travail ou allaiter leurs enfants. C'est des choix absurdes, même pour nous, en tant qu'humanité. On devrait pouvoir continuer. Évidemment, on peut ne pas allaiter aussi si on n'a pas envie. La question ne se pose pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas organisé autant que société pour inclure tout ça ensemble. C'est complètement cloisonné. Donc, c'est des questions que je me suis posées en tant qu'individu, en tant qu'artiste, que j'ai réussi à résoudre pour moi, mais ça ne veut pas dire que la question est résolue pour, autant que système. Et pour revenir à l'industrie musicale, tu as donc décidé de réaliser cet album et de le produire seul. Est-ce que tu penses qu'il fallait faire ce choix avant d'être éjecté, justement? Et est-ce qu'il y a une date de péremption qui touche plus particulièrement les femmes artistes? Ou alors est-ce qu'il y a une forme d'agisme qui pèse sur les hommes comme les femmes? Moi, je l'ai senti à titre personnel. Et donc, mais comme, je ne sais pas comment expliquer ça, je pense que depuis toujours, je voulais cultiver mon indépendance parce que je ne supporte pas dépendre, mais de manière négative, de manière qui me rend vulnérable, peut-être. J'aime beaucoup échanger avec les gens quand c'est un choix, quand ce n'est pas parce que je ne peux pas faire. Donc j'ai décidé, oui, de devenir indépendante pour être plus libre de faire ce que je veux, pour aller plus loin dans mes besoins artistiques qui ont évolué autour des années. Et parce que notre industrie, avec l'arrivée du streaming et de l'IA, s'effondre. Ouais. Donc en plus de ces problèmes, en plus de ce constat des femmes de 50 ans, on a aussi une industrie qui ne va pas bien et qui s'est un peu suicidée aussi. Et donc tout ça a fait que beaucoup d'artistes de nos jours n'ont pas le choix d'être indépendantes et ont envie aussi d'être indépendants. Et puis ça te permet de faire des choix audacieux. Dans cet album, par exemple, de faire un titre de 10 minutes. Peut-être qu'on t'aurait pas laissé le faire hein, si tu étais sur un label classique. What's in your soul, ça s'appelle. Oui. En fait, ça m'a permis de moins me poser des questions, de moins devoir me mettre d'accord avec quelqu'un qui a investi pour moi. Je trouve ça normal que si quelqu'un d'autre investit, donc il y a un dialogue qui se met en... C'est normal. Mais voilà, je pense que je suis arrivée à une maturité où j'avais plus envie d'avoir ces dialogues-là et j'avais besoin, moi, de miser sur moi. Je peux réussir ou je peux échouer, mais ce sera que moi qui paiera la conséquence. Ce sera ta responsabilité et ta liberté, en fin de compte. Exactement. Tu as voulu un album très éclectique. Hein. Il y a de la pop, il y a de l'électro aussi. C'est différentes facettes, en fait, j'imagine, de ta personnalité et de ta musique. Est-ce que, par le passé, on a voulu te cantonner dans un style ou te pousser à faire des tubes, surtout après le tube phénoménal de New Soul? Nous, on a été tellement heureux quand on a fait cette chanson et que moi, j'étais tellement heureuse quand j'ai composé cette chanson et on a été au bout vraiment de ce qu'on aime. Peut-être que quand on fait vraiment ce qu'on aime, on a plus de chances de résonner avec plus de gens aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et ensuite, après New Soul, oui, il y avait cette tentation de reproduire et de s'auto-imiter. Mais comme on venait de faire l'inverse, en fait, on venait de réussir en faisant l'inverse, on s'est juste gardé le droit de dire si on continue à faire ce qu'on aime, en tout cas, c'est la seule chose qu'on a à faire. Et peut-être parfois ça va marcher plus ou moins, mais voilà. Donc on a pu ne pas subir cette croyance-là de il faut faire un truc pour plaire. Plaire à qui, je ne sais pas, mais voilà. Je vais te poser quelques questions un peu plus intimes, Yael, parce que tu sais que Chaud Dedans parle des changements physiologiques que traversent les femmes après 45 ans. Toi, tu as 48 ans, donc l'âge d'être en périménopause. Tu le vis comment? Est-ce que tu sens des changements dans ton corps? J'ai cru à un moment commencer à sentir des vagues de chaleur, mais c'est passé. Donc c'était peut-être il y a des vagues dans les vagues. Des vagues. Bizarrement, j'ai plus d'énergie. Il paraît qu'il y a une montée de testostérone aussi qui fait que tout d'un coup, on s'en fiche un peu de ce que pensent les gens. Ouais, donc pas faux. Ça, je le sens. Il y a des fluctuations d'hormones, ça part un peu dans tous les sens. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je sens que j'ai plus d'énergie de faire les choses et plus de... Je sais pas comment dire. Ouais, d'énergie. Comme si... dans le temps, j'ai appris à ce jonglage-là et ça y est, maintenant, je nage dans ce jonglage. Parce que ton corps, tu l'utilises beaucoup. Par exemple, tu l'utilises avec la danse.
dans certains de tes clips. Donc le fait qu'il change un peu, est-ce que ça te... Non, par contre, je suis pas très sportive comme fille, donc je me fatigue vite si je dois faire un truc physique, mais je ne saurais pas dire si c'est que l'âge ou si c'est juste parce que je suis une flemmarde. Parce que j'ai pas beaucoup fait du sport dans ma vie. Ouais. Je sens surtout des changements psychologiques, où tout d'un coup, les choses qui passaient ou que j'ai laissé passer avant, ça passe plus. Un sens de discernement qui est plus aigu, où j'observe assez vite des choses qui s'installent dans des nouvelles relations où, ok, ça je connais déjà. Donc en fait, je sens la valeur de l'expérience et des schémas, comme si les schémas deviennent plus visibles. J'ai pas encore beaucoup de trucs physiques, mais ça viendra, j'imagine. Et je reviendrai dans l'émission pour les déclarer. En tant qu'artiste qui a beaucoup évidemment utilisé son image, est-ce que, par exemple, ton visage qui vieillit, ça te pose un problème? Ouais, ça me pose un problème. J'aime pas trop. C'est très bizarre, mais encore une fois... C'est rare de bien aimer et d'accepter avec une grande sagesse les changements physiques. Oui, c'est ça. C'est un peu bizarre, genre le double menton, les petits rides, la peau, la couleur de la peau qui prend des taches de soleil, des choses comme ça, mais avec le temps. Et encore une fois, et d'un autre côté, je sais que je suis pas... Je fais beaucoup... J'aime créer beaucoup et je suis pas très dans le corps en général. Donc je pense que... Je vois d'autres femmes autour de moi qui font du sport, qui s'occupent bien d'elles et qui ont moins d'effets physiques. Voilà. Et d'un autre côté, je me dis que, je sais pas, quand l'arbre perd ses feuilles et puis après il y a d'autres qui repoussent et ce cycle-là, on l'accepte tellement naturellement quand c'est dans la nature et quand c'est sur nous, on n'a pas appris à accepter ces changements-là. Donc, et c'est rien d'autre qu'un nouveau cycle, en fait. Il faut juste l'apprivoiser. Exactement. Dès qu'on change, que ce soit physiquement ou... Moi, j'étais plus atteinte par les changements émotionnels que j'ai vécus que les changements physiques, mais parce que c'est à ça que je prête attention dans ma vie. Et les changements émotionnels ont été tellement puissants. Déjà, la crise de quarantaine et tout ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et c'était plus ça qui a été déstabilisant parce que je pensais et mon entourage me faisait sentir que ces changements étaient négatifs et que la Yael qu'ils aimaient avant était en train de changer. Et donc c'était comme un deuil, c'était comme des séparations. J'ai vécu plusieurs séparations parce que je changeais, j'évoluais au niveau de comment je me positionnais face aux relations. La volonté de plus être indépendante peut-être, tout ça aussi, artistiquement. Oui, mais c'est aussi dans des petites choses, dans les rapports aux autres. Encore une fois, les choses qu'on fait passer avant, qu'on laisse plus passer, toutes des choses qu'on se permet de dire, des limites qu'on met, et une palette émotionnelle que j'exprimais pas trop avant, c'est-à-dire la colère, le désaccord, tout ce qui était plus associé masculin, on va dire, parce qu'on attend des femmes qu'elles soient plus agréables, souriantes, etc. Carrément. Et donc, je pense que quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était mal d'exprimer ou de me positionner de manière un peu plus simple, j'ai envie de dire, sans tous les chichis et sans tous les over-smile qu'on peut demander aux femmes quand elles demandent quelque chose ou quand elles expriment une opinion. Et à un moment, ça m'a fatiguée. Ça veut dire qu'en entrant dans cette phase, cette période de ta vie, tu peux plus être toi-même? C'est ça que tu dirais? Tu peux davantage être toi-même? Exactement. Mais des fois, ça déplaît l'entourage. Parce que ça veut dire exprimer l'ombre et la lumière en même temps. Et la facette d'ombre aussi, c'est-à-dire quand elle est là et elle prend sa place. J'ai plus besoin de la cacher ou de faire semblant que tout est joli ou que tout va bien tout le temps. Et du coup, c'est accueillir une complexité. C'est moins plat, donc c'est plus complexe, donc c'est plus dur. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu as grandi dans une autre culture, tu as grandi en Israël. Est-ce qu'on parle plus volontiers du vieillissement des femmes, du changement du corps, de ménopause qu'en France, où ça reste quand même un peu tabou? Je sais pas, parce que je vis pas là-bas maintenant, je vis vraiment ici, donc j'ai plus le quotidien
Mais de ce que tu vois dans tes proches, peut-être ta mère, des amis, des cousines. J'aime bien témoigner de ce que j'ai vécu pour pas faire des a priori, mais ce que je dis dans le film, c'est que ce que j'ai vécu quand j'ai vécu là-bas, donc quand j'étais jeune, j'ai vécu cette pression de, en fait, ton temps de vie autant que femme épanouie, ton temps de vie pour toi, il s'arrête vite. À 25 ans, tu dois déjà avoir mari, enfant. On te le fait sentir, on te le demande tous les jours. Et ton succès autant que femme dépend de si tu t'es mariée, si tu as des enfants, et combien d'enfants. Et ce truc-là que j'ai vécu autant qu'enfant me donnait l'impression que mon temps de vie va être très très court, qu'il faut que je réussisse très très vite et très jeune, et qu'après c'est fini, parce qu'après t'es mère et épouse. Et c'est comme une évidence que tu dois faire après le sacrifice de tes rêves pour pouvoir donner du bonheur à ton épouse. C'est ce que dit ta maman d'ailleurs dans le documentaire. Elle dit alors les premières années tu donnes à ton couple, après tu donnes à tes enfants, et puis après, loin. Après tu te retrouves petit à petit et tu retrouves une forme de liberté. Effectivement, c'est très parlant quand elle te dit ça dans le documentaire. En fait, si les règles s'appliquaient pour les deux ou pour même la tribu, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le modèle maman-papa, c'est qu'en Occident qu'il y a ce modèle-là. Dans d'autres cultures, les enfants, ils sont élevés par... Il y a des tantes, il y a les grands-mères, il y a une communauté. Je pense que c'est plus sain et que ça enlève un poids aux deux parents et ça veut dire que chacun a une place. Parce que l'enfant grandit dans un collectif. Et ça veut dire aussi qu'il a plusieurs modèles masculins, plusieurs modèles féminins. Et je pense que c'est plus sain, déjà. Donc nous, on a un peu essayé de faire ça avec David. Et David Donatien, qui est ton compagnon et qui est un producteur et avec qui j'ai fait les 3 premiers albums. Et c'est vrai qu'on a une maison très ouverte et on a essayé d'appliquer ce modèle de collectif, que les enfants soient heureux, épanouis, même quand ils sont avec d'autres gens, même quand on est en tournée, que ça soit plus ouvert. Et c'est vrai que ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec les gens, ils sont à l'aise avec les nouvelles personnes, etc. Et évidemment que c'est pas parfait parce que j'aimerais être plus avec ma famille, moins préoccupée. Mais c'est des ajustements que je fais au quotidien. Que t'étais solaire, t'as oublié que t'étais solaire, Revenons à ton album Yael, qui est sorti fin février, et dont le titre qu'on entend là, Solaire, qui est aussi celui du single, n'est pas anodin. Parce que pendant longtemps, tu as refusé un peu qu'on t'attribue ce qualificatif là de solaire. Pourquoi ? Oui, parce que depuis que je suis jeune, et encore plus quand je suis arrivée à ma vingtaine, quand on me disait « Ah, t'es solaire, t'es lumineuse », c'était aussi pour me dire « Reste là-dedans, reste lumineuse, c'est ce qu'on aime chez toi. Va pas trop sur le reste, montre pas de désaccord. Laisse-nous te protéger et ne montre pas le reste, en fait, le reste froissé. » Et c'était comme si, autant que femme, et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que je l'ai observé aussi, évidemment, sur plein d'autres femmes et sur comment si on permet aux hommes d'exprimer une palette émotionnelle beaucoup plus large. On ne dit pas sur un homme, oh, il est solaire, et puis c'est tout. Ouais. On aime quand ils savent ce qu'ils veulent, quand ils sont leaders, quand ils peuvent nous protéger et être en désaccord et se battre pour, j'en sais rien, un contrat ou... Tu penses qu'on voulait te cantonner à une forme de joliesse, quoi. Voilà, exactement. De lumière, de joliesse, ouais. De souriante, de agréable. Et tout le reste, on n'en veut pas. Et du coup, à un moment donné, je me dis, j'ai plus envie qu'on me réduise à ça, qu'on me réduise à solaire ou à lumineuse, parce que c'était une manière de m'aplatir. Et donc, je détestais, en fait, qu'on disait « Ah, elle est solaire, mais en fait, je t'emmerde. » Et beaucoup plus tard, j'ai une très, très bonne amie qui
elle, n'avait pas ce problème-là, qui avait dépassé ce truc-là, ou qui avait une autre enfance, qui a pas du tout eu ce problème-là et qui n'est pas justement réduit à solaire, qui m'a dit, mais c'est quoi ton problème avec ce mot solaire? C'est génial, c'est une puissance, etc. Et elle m'a fait voir que le mot en lui-même, il n'a rien de mal, il est ce qu'il est. De la même manière que les autres mots et les autres émotions n'ont rien de mal. On a le droit d'être triste, en colère, solaire, joyeux, bref, tout. Et tout d'un coup, dépasser l'album Night Songs avec lequel j'ai fait la paix avec l'ombre, et dans lequel l'ombre a pu s'exprimer, je me suis rendu compte que j'avais encore plus peur d'une forme de puissance, parce qu'elle prend de la place, la puissance, parce que justement elle exprime, c'est pas la puissance jolie, c'est une puissance qui peut se défendre. Puissance féminine. Exactement, Ouais. mais qui vient de la lumière, et que j'ai eu beau à tenter toute ma vie de faire comme si j'étais sombre et cool, parce que je sais pas pourquoi on nous fait croire que d'être sombre c'est cool. Donc j'ai passé aussi pas mal d'efforts à faire genre moi aussi je suis dark et sophistiquée. Et tourmentée. Cool. Ça c'est quand on est plus jeune, ouais. Et voilà, et tout d'un coup j'ai compris vraiment ce mot-là, et j'ai décidé de me le réapproprier, mais correctement, de faire justice avec ce mot-là. Tu as finalement voulu prendre ta place. C'est peut-être ça le privilège de l'âge aussi, c'est d'accepter de prendre sa place et ne plus se cacher. Oui, sûrement. Mais après, je suis contente que... Je pense que les jeunes femmes que je vois aujourd'hui, elles comprennent ça plus tôt. Mais elles comprennent ça plus tôt aussi peut-être parce qu'il y a eu un travail de réparation de notre part. Donc je trouve que c'est important à tous les âges qu'on continue à prendre notre place. Ma mère, par exemple, fait un travail incroyable sur elle, où elle a compris que n'importe quel changement de libération sur elle à 75 ans va m'affecter aujourd'hui et va affecter mes filles. Et donc, elle continue, elle, à son âge, à faire des changements et de s'épanouir et à lâcher des barrières. Et encore une fois, j'insiste, c'est une guérison collective qu'on a à faire. Donc, nous, en tant que femmes de 50 ans, des femmes de 70 ans, des femmes de 80 ans et les femmes de 20 ans, on va s'impacter les unes sur les autres. Et je pense qu'à 75 ans, on a encore plus un sentiment de liberté. Et c'est marrant ce que tu me dis sur ta mère, qui fait tomber certaines barrières. Je pense que déjà, à 50, on a moins quelque chose à faire du regard des autres, mais je pense que c'est encore plus le cas quand on vieillit. Exactement. D'ailleurs, tu parles de colère, c'est une des paroles de cette chanson Solaire. Qu'as-tu fait de ta colère? Qu'est-ce que tu as fait de cette colère? Tu crois qu'on on en passe toujours par ça? Ça fait partie de la vie de femme aussi, d'accepter une forme de colère, même si c'est mal vu de l'exprimer. Oui, c'est vrai que c'est un mot complexe, c'est-à-dire que je pense toutes les choses qu'on peut ressentir sont à ressentir. Que ce soit la tristesse, la colère, on n'a pas à avaler, à ignorer ce qu'on ressent. Après, qu'est-ce qu'on en fait? À quel point on s'attache? À quel point on se laisse détruire par tel ou tel sentiment? Ensuite, c'est un deuxième choix. Donc, le fait de traverser les émotions, je pense que c'est hyper sain et important qu'on se laisse traverser et qu'on les refoule pas. Mais quand on exprime trop cette colère, on a vite fait de tomber dans le cliché de la femme aigrie. Exactement. Et après, je pense que c'est culturel, effectivement, quelle place on laisse à chaque sentiment. Il y a des cultures dans lesquelles on ne peut pas exprimer l'amour ou les câlins, ou d'autres où on ne peut pas exprimer la colère. Et je pense que dès qu'on n'exprime pas certains sentiments, on peut créer des maladies autour de ce refoulement-là. Complètement. Et effectivement, les femmes ont moins le droit à la colère. Ça, c'est sûr. Mais on peut le dire ici, c'est sain. C'est plutôt sain. Du moment que ça reste quand même canalisé et que ça ne déborde pas complètement. Mais il faut, je trouve, avoir une forme de colère, ne plus accepter certaines choses qu'on acceptait auparavant. Oui, et je pense qu'en fait, comme on n'a pas appris, aussi autant que collectif, comment on peut exprimer les choses, comment on peut exprimer la joie, comment on exprime la colère, comment on exprime la tristesse. Du coup, des fois, ça sort démesuré, des fois, on la garde trop longtemps, des fois, voilà, elle a une place. Et j'ai pas la solution parfaite, évidemment, c'est très personnel, mais il y a tout un apprentissage qu'on doit se faire sur comment est-ce qu'on l'exprime. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on déborde et qu'on heurte les gens, ça veut pas dire qu'il faut qu'on la traîne toute notre vie, voilà, etc., etc. Mais quand on traverse une émotion, il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Et après, je pense que quand ça s'exprime, on le dépasse et on le laisse passer. Les choses
j'avais fait 2 stages hyper intéressants. Un, c'est un stage de méditation qui s'appelle Vipassana, il y a beaucoup d'années déjà, dans lesquels on apprend qu'une grande source de nos souffrances est liée à l'attachement qu'on va créer autour des événements, alors que tous les événements, comme la nature elle-même, ils apparaissent, ils disparaissent. Donc les moments de joie apparaissent, disparaissent, la colère apparaît, disparaît, etc., etc. Et si on se laisse traverser et qu'on continue, on est tout le temps dans le présent, un peu comme les enfants. Ensuite, quand on garde les choses, qu'on s'attache à une bonne époque et on veut plus lâcher, on n'accepte plus que cette bonne époque est passée, ou l'inverse, quand on garde une colère ou de la haine ou n'importe quel sentiment négatif et qu'on le traîne avec nous alors que c'est passé, pareil, c'est de là qu'on commence à créer de la souffrance intérieure et de la souffrance autour de nous. Donc, je pense que traverser les émotions, c'est sain. Et de ce que moi j'ai pu apprendre, les traverser, c'est pour justement les traverser et qu'elles passent. Moi, je trouve qu'il y a une grande sagesse dans ce que tu dis. C'est marrant parce qu'il y a un titre de ton album qui s'appelle « Fille pas cool », qui est un peu surprenant, où tu te décris comme une fille pas cool, justement, toujours un peu à côté, pas dans les bons groupes, etc. Je suis pas la fille qui ose, je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions. Alors écoute, moi aussi, j'ai toujours trouvé que j'étais une fille pas cool. Regarde où on en est, on n'est pas si mal, hein, finalement. C'est peut-être ça qui t'a forcé, qui t'a aidé à te distinguer, le fait de pas trouver que t'étais dans les clous quand t'étais plus jeune. Je sais pas ce qui vient avant, en fait. Est-ce que parce que j'avais ce besoin d'être beaucoup seule et un monde intérieur qui avait besoin d'être nourri, ou j'avais du coup pas le temps, pas les outils pour discerner ce qui se passait à l'extérieur et comprendre les codes et du coup faire ce qu'il faut, j'en sais rien. Et puis sûrement aussi parce que chacun est ce qu'il est. Moi, j'étais depuis toujours pas à jour au niveau vestimentaire, je captais pas les codes de comment il fallait parler, se comporter. J'étais toujours un peu à côté. Et il y a des périodes où ça me faisait très très mal de pas être à côté parce que j'avais envie moi aussi d'être, surtout en tant qu'artiste, parmi les gens cool, invitée au défilé, j'en sais rien. Ouais. Tous ces trucs qui sont considérés très cool. Et d'un autre côté, j'avais vraiment envie de passer beaucoup beaucoup de temps avec mon piano et avec mes 2 copines folles. Et j'avais pas envie de faire l'effort qu'il fallait pour peut-être pour correspondre non plus. Je sais pas. Donc cette chanson, quand elle est sortie parce qu'il y a des périodes où ça, tout d'un coup, où cette pression sociale me fait mal quand même et où je me sens atteinte alors que ça me fait chier que ça m'atteint, mais je dois l'avouer que des fois ça m'atteint. En même temps, on a besoin aussi d'être dans une sorte de bulle quand on est un artiste, dans sa bulle créative. Je pense qu'on a envie, en tant qu'être humain, d'avoir notre place, mais d'être aussi partie d'un collectif et d'être aimé par un collectif et par nos proches. Je vois ça chez les enfants, il y a les populaires, les pas populaires. Qu'est-ce qui fait qu'une société définit tel groupe comme populaire et un autre comme pas populaire? Ça montre aussi des valeurs qu'on a en commun. Donc la chanson parle de ça. Voilà. Ouais. Encore, on n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, nous, t'imagines? Oui, ça doit être très dur aujourd'hui. Tu dis aussi beaucoup dans les médias qu'il faut lutter contre ceux qui veulent nous opposer. Alors, on comprend tous que ça concerne le conflit israélo-palestinien. Toi, qui a grandi en Israël, bon, ça a toujours été difficile de parler de ce conflit, mais là, ça devient quasi impossible avec la société qui est très clivée aujourd'hui. Toi, ça ne t'empêche pas quand même de prendre la parole, d'aller par exemple chanter dans des manifestations, etc. Ça, peut-être que c'est moins possible, justement, quand on est lié à un label. Le fait que tu sois indépendante, ça te permet d'être plus libre aussi sur ta parole? Je pense pas que le label m'aurait empêché. En tout cas, le label avec lequel j'étais, juste pour être clair, c'est Tôt ou Tard, et ils sont vraiment incroyables. En fait, on s'est séparés, mais pour moi, c'était une séparation d'amour et d'envie. Moi, j'avais envie de faire autrement. Ils m'ont jamais empêché de faire les grosses maisons,
on va dire, les plus grosses maisons, les majors, oui. Mais ce label en particulier, je veux juste être claire que c'est un grand indépendant et je garde beaucoup d'amour pour toute l'équipe. Ensuite, pour la politique, je pense pas que c'est... Là, je pense qu'on dépasse l'industrie. On est dans un constat sociétal où nos leaders nous séparent petit à petit les uns des autres et font qu'avec les réseaux sociaux, chacun s'enferme dans son groupe et dans sa manière de penser. Moi, j'étais élevée dans un contexte où c'était déjà le cas, quand j'étais enfant, où si tu pensais un peu en dehors de la boîte ou du status quo, il y avait des mots pour ça, des mots péjoratifs, pour décrire le fait que tu appartiens pas au groupe. C'est des techniques qui sont très dangereuses, qui emmènent vers les dictatures, en tout cas d'exclure tout de suite et de donner des noms péjoratifs à d'autres manières de penser, en tout cas qui sortent de... Et du coup, autant qu'enfant déjà, je me questionnais sur ce qu'on fait aux artistes, en tout cas quand ils parlent. Qu'est-ce qu'on fait aux artistes quand les dictatures s'installent? Pourquoi c'est les premiers à être éjectés, disons, les livres, les artistes, les peintres, depuis toujours? Parce qu'effectivement, on cherche, en tout cas les politiciens extrêmes cherchent une unipensée pour pouvoir agir mal comme ils le font. Et du coup, moi, je me suis jurée de toujours pouvoir me dépasser mon confort pour pouvoir entendre tout, pour pouvoir garder le dialogue, même quand c'est difficile, parce que en fait, la vérité, c'est que j'observe que peu importe ce qu'on pense, c'est toujours difficile d'entendre quelque chose qui dépasse nos pensées, nos opinions, nos schémas de croyances, etc. Donc, moi, j'essaie, à titre personnel, déjà de faire ce travail, qui est parfois difficile, mais je m'oblige à le faire, et à garder ce qu'on a en tant qu'humain de particulier, c'est-à-dire la capacité de se rencontrer, de se parler, de s'écouter vraiment, pas juste faire un concours de qui va parler plus fort et qui va étaler ses opinions, et surtout, au-delà des opinions, d'entendre des narratifs. Et j'assiste à des groupes de parole qui sont... Alors, il y en a plusieurs qui sont juifs musulmans, qui concernent le conflit, des musulmans et des juifs qui viennent de toute origine, de tout pays. Et, notamment les Femmes pour la paix, je crois. Voilà, c'est des groupes de parole que j'ai rencontrés dans le cadre des Guerrières de la paix. Les Guerrières de la paix. Mais ils ne font pas partie des Guerrières de la paix, c'est des groupes de parole différents. Il y a Sababa, le goût de la paix. C'est un Palestinien de Gaza et un Israélien de Jérusalem qui ont fait un restaurant ensemble et qui animent aussi des groupes de parole. Et Zamzam, c'est encore un autre groupe, et dans lequel on écoute les narratifs des autres. Chacun raconte son histoire, chacun raconte ses difficultés émotionnelles du moment. C'est-à-dire ce qui est étonnant, c'est qu'on se rend compte qu'on vit les mêmes difficultés émotionnelles, qu'on hérite des mêmes croyances limitantes, des mêmes peurs, des mêmes croyances sur l'autre côté. C'est exactement ce que dit ta chanson Rabbit Hole. Rabbit Hole, ouais, je t'ai détesté parce qu'on m'a dit de te détester. C'est ça que tu dis. Alors dans cet album qui est très riche, Yael, moi j'avoue avoir une petite favorite, c'est la chanson Inouï. D'abord y a une promesse, un mystère, l'inconnu. Puis y a ceux qui se connaissent, ont déjà tant vécu. Y a ces mots qui me caressent, puis me blessent et me fuient. Puis ceux qui restent, qui se battent, qui survivent. J'aime beaucoup, beaucoup l'instrumentation. Tu parles juste d'amour, en fait. Et alors, tu as dit que tu avais failli ne pas la sortir. Ça aurait vraiment été dommage. Pour quelle raison, en fait ? Parce que je pense que c'est un tabou. C'est un gros tabou aujourd'hui aussi. Tu y parles d'amour, hein, essentiellement, dans cette chanson. Oui, ouais. Je parle de comment on aime et qu'est-ce qui est considéré comme les limites de cet amour. Est-ce qu'on aime l'autre tant qu'il nous fournit une liste de besoins, ou est-ce qu'on aime l'autre même quand il ne nous fournit pas cette liste de besoins? Est-ce qu'on aime l'autre juste pour ce qu'il est, ou est-ce que parce qu'il nous rassure, il correspond à, je sais pas comment dire, à une liste de besoins? Et aussi, je constate que la place de
comment on dit, c'est quoi ce mot? The ownership, comment on dit? L'instinct de propriété, de possession. Oui, c'est ça. La question d'amour et de contrat et de possession. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas mélanger il faut pas mélanger. Je dis qu'on mélange les deux. Il y a le fait de se mettre d'accord, comme dans l'institut du mariage, qui a évolué au cours de l'histoire, où avant c'était des mariages de royaume, des mariages d'argent, aujourd'hui c'est des mariages d'amour, etc. Et le fait que notre être, il est beaucoup plus ouvert et large que ces contrats-là, et que de la même manière qu'on peut aimer beaucoup d'amis, tous nos enfants, on peut aimer de manière beaucoup plus large. Je ne parle pas forcément de rapports sexuels, etc. Je parle de la capacité de notre cœur... On peut aimer plusieurs personnes. D'aimer de plusieurs manières, d'aimer plusieurs personnes et d'avoir quelque chose qui est plus subtil et moins schématique. Et c'est de permettre l'autre aussi de rester ouvert au monde et de ne pas fermer. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée, mais qui est... Pour l'instant, c'est des sujets qui sont assez aplatis assez rapidement. Donc j'hésitais à... C'est pas facile de ne pas tomber dans le cliché quand on fait des chansons là-dessus. Tu le réussis d'ailleurs admirablement bien. Mais je vois que tu cherches quand même à chaque fois à questionner les limites un peu. Questionner les idées reçues sur beaucoup d'aspects. Oui, j'ai beaucoup souffert de ces limitations parce que souvent, en fait, je pense que beaucoup de nos souffrances arrivent quand il y a un cadre culturel ou un cadre, peu importe, politique, culturel, psychologique et autres, de ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Et notre être, il est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne va pas dire que dans sa vie, elle a rencontré un conflit entre ce qu'elle a découvert en elle et ce cadre, et les cadres qu'on nous impose. Et souvent, quand ça vient en conflit, et on a l'impression qu'il faut choisir, soit on se range et on nie une partie de nous-mêmes, soit on se choisit nous-mêmes et on perd l'approbation, et parfois on perd même des amis, de la famille, on perd beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose à réconcilier dans le fait qu'on est des êtres complexes et comment la société peut accueillir cette complexité-là. Alors Yael, on arrive à la fin de cette interview. Tu approches de la cinquantaine bientôt. Comment est-ce que tu définirais cette période de ta vie? Est-ce que c'est l'âge de la libération, par exemple? Bah oui. Non, c'est clairement un âge de libération. En fait, c'est un âge où on décide de plus subir et de se prendre complètement en main. Et on a acquis tellement de savoir-faire et de réseaux et de gens qu'on aime. Donc, c'est un âge où tout d'un coup, on gagne en puissance. Mais effectivement, cette puissance intérieure et cette sensation, elle peut venir en conflit avec le fait que notre société nous fait croire que c'est l'inverse. Et donc, voilà, c'est important de rappeler que c'est un âge où, en fait, il y a des jeunes femmes qui nous entendent, c'est un âge où on est à un genre de pic d'évolution et d'épanouissement personnel. Et il ne faut pas croire au discours inverse. Et c'est un âge qui est assez passionnant. Et d'ailleurs, la dernière chanson de ton album, c'est Free, libre. Oui. Donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Yael Naïm, d'être venue dans Chaud Dedans. C'était vraiment un grand plaisir. Tu seras à la Cigale à Paris le 13 avril 2026, à l'Olympia également en mars 2027. Puis après, il y a une tournée, j'imagine. La tournée commence demain. Demain, d'accord. La tournée donc commence au mois de mars. Merci infiniment. Merci à Juliette Livartowski de Binge Audio pour la production de cet épisode. Merci à Paul Berthiaud aussi pour la réalisation et le montage. Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous.